Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer à chaud le combat de Devin Haney contre Vasily Lomachenko. Alors, j'ai pu voir qu'il y avait déjà beaucoup de débats. D'habitude, je préfère prendre un peu de temps pour faire un débrief plus à froid. Mais là, j'ai pris le temps quand même de me poser, d'écouter un peu les différents avis. Et surtout, j'avais un avis assez tranché sur l'issue de mon côté. Enfin, tranché. C'est difficile d'avoir un avis tranché sur ce sujet, mais on va en parler. D'abord, je voulais juste revenir, avant de rentrer dans le combat en lui-même, sur comment je le voyais à la base. Je voulais faire une petite vidéo avant combat, mais j'ai pas réussi à la faire. Pour moi, les clés évidentes, c'était déjà forcément le jab de Haney. Pour moi, c'était ça qui allait permettre de voir la physionomie du combat. Si jamais Haney arrivait à installer son jab, à être imprévisible, à toucher Lomachenko, à le maintenir à distance, ou en tout cas à la distance qu'il voulait, Haney allait pouvoir réussir à faire le combat et à installer le rythme qu'il voulait, c'est-à-dire un rythme peut-être plus lent, où il allait réussir à museler Lomachenko. Et si Lomachenko arrivait à passer ce jab, à arriver à bien le timer et à venir plus au contact en trouvant la bonne distance, c'est Lomachenko qui allait gérer le combat. Et l'autre point hyper important, c'était quel Loma on allait avoir sur le ring. Est-ce que c'était le Loma de Nakatani et de Kome, donc qui était dans une forme assez énorme et qui avait montré que justement il avait su bien rebondir de la défaite face à Teofimo Lopez. Là, on avait eu tendance à pas mal l'enterrer en se disant peut-être que c'est déjà la fin, il a quand même beaucoup de combats amateurs à son actif, etc. Et est-ce que ça allait être ce Lomachenko là, ou est-ce que ça allait être le Lomachenko de Ortiz qu'on avait pu voir plus emprunté, moins explosif, moins imprévisible aussi dans ses déplacements, dans ses combinaisons, sa façon d'enchaîner et sa façon de trouver la distance aussi. On a beaucoup mis sur la guerre en Ukraine en pensant que c'était aussi la rouille du ring qu'il pouvait avoir joué, mais la question se posait, est-ce qu'il allait revenir vraiment à 100% ou est-ce qu'on allait avoir la confirmation qu'on était face à un Lomachenko un peu vieillissant. Et pour moi, je vais pas faire de secret là-dessus, je pense qu'on est plus sur la deuxième version, donc la version post-Ortiz, même s'il a été sûrement meilleur que contre Ortiz, mais je pense que c'est indéniable aujourd'hui qu'on a un Lomachenko sur le déclin. Je vais rentrer maintenant dans le combat en lui-même. Alors, avant toute chose, je vais aborder un point qui va peut-être me valoir une volée de critiques, mais à la question, est-ce que moi je me suis régalé devant ce combat ? Franchement, bof. Bof. Alors, certes, très haut niveau technique, on se ment pas. Voilà, on était face à deux combattants qui sont d'un très 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 haut niveau, très peu d'erreurs des deux côtés, combat très tactique comme on pouvait le penser. Ce qui m'a manqué et ce que je sentais à l'avance qui me manquerait, c'était cette part d'incertitude en fait qui fait le sel des combats de boxe. Quand tu sais pas ce qui peut se passer, quand tu es toujours sur le qui-vive en disant putain, sur une accélération ça peut basculer, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Le style de Haney faisait que déjà, moi je fais pas trop de secrets, Haney c'est vraiment pas ma cam. Pareil, très bon techniquement, excellent avec son jab, très bon tacticien défensif, etc. Mais vraiment, moi, c'est pas du tout ma cam. Il me régale jamais, il accélère jamais sur des séries, même s'il allait essayer d'être plus agressif. On voit que il pousse jamais le truc en fait, il va jamais chercher au bout. Et moi ça me parle pas, et puis pareil j'aime pas le personnage, je trouve qu'il est superficiel, qu'il est faux un peu, qu'il joue un rôle qui lui correspond pas, où il essaie de trouver un créneau pour exister entre tous les autres qui ont quand même un charisme et une aura que lui n'a pas, donc déjà au-delà de ça, c'est ça qui me plaît pas. Mais bref, je me perds un peu, mais ce que je veux dire c'est que je savais que du côté d'Haney ça me ferait pas vibrer, parce que ces combats, à part celui contre Linares peut-être, m'ont jamais vraiment enthousiasmé. Et je me disais le facteur X il peut être du côté de Lomachenko s'il arrive à bien le timer et à faire du Loma comme on aime, et peut-être qu'il peut créer la surprise. On avait vu que le menton d'Haney pouvait être un peu fragile face à Linares, donc je me disais sur une bonne accélération, point de vue menton s'il touche, peut-être qu'il peut faire un peu vaciller Haney et qu'on peut rentrer dans une configuration qui soit intéressante. Et je trouve que rapidement ce facteur incertitude a été éteint. Parce qu'on a vite vu la physionomie qui allait s'appliquer avec un Haney qui avait réussi à
créer de l'incertitude sur son timing pour gêner Lomachenko. Et Lomachenko qui avait un peu du mal pour moi à trouver la bonne distance, que ce soit de loin ou même de près. Mais je vais rentrer dedans. Ça veut pas dire que je trouve que le combat était pas serré, parce que c'est complètement le cas. Je trouve que c'était hyper serré, très dur à scorer. Après, je suis moins vindicatif sur l'hypothèse du vol, pardon. Je suis fatigué. Donc moins vindicatif sur l'hypothèse du vol. Je vais expliquer. Mais voilà, j'ai trouvé qu'on sentait vite qu'il y avait un rapport de force dans un certain sens qui s'était établi, et qu'à part le sursaut du 11e, je voyais pas trop comment les choses allaient basculer, ou en tout cas si ça basculait pas, je voyais qu'on allait rester sur le même rythme de combat. En fait c'est ça, ce qui est intéressant je trouve, c'est quand les rythmes du combat changent, on se dit ah tiens là il y a une accélération de ce côté, c'est en train de pencher, etc. Là on restait dans la même dynamique très très serrée, avec les mêmes rapports de force qui jouaient sur les mêmes spécificités tout au long du combat. C'est pas un combat qui a fait les montagnes russes. Moi c'est ça que je kiffe dans la boxe, c'est quand je suis surpris, quand je m'enthousiasme, quand je me lève de mon siège. Et je suis désolé, je vais encore me fâcher avec peut-être tous les puristes de la boxe et tout. Alors moi je me considère comme un puriste parce que la technique, tout ça, la tactique, j'adore. Mais j'aime pas le style de Haney et qui a beaucoup bouché je trouve ce combat. Et encore une fois, je suis désolé, mais Ryan Garcia contre Gervonta Davis, t'avais un moment où tu te disais peut-être que ça peut basculer, peut-être pas. Même si encore une fois, Davis était supérieur. Quand dans le deuxième round, Garcia il accélère, quand on voit ça à chaud, qu'on n'a pas le temps de prendre le recul et de voir qu'en fait Davis il esquive un peu tout et qu'il lui met un contre, et tu vibres quand même. Là j'ai pas eu cette étincelle, même si techniquement c'est régal pour les yeux, parce qu'on apprend beaucoup de choses. En termes d'émotion et d'intensité, je l'ai moins ressenti. Après il y a peut-être le fait aussi que d'habitude je me lève la nuit pour regarder les combats, et je pense qu'avec la fatigue et l'excitation d'attendre le combat dans la nuit, on a ce petit supplément d'âme qui fait que on est plus dans le combat. Là, je l'ai regardé le matin en me levant, et du coup, je sais pas, je suis peut-être plus posé avec mon petit déj, et ça m'a moins transporté, on va dire. Mais après, voilà, j'ai quand même apprécié la proposition des deux boxeurs, mais en termes d'émotion de combat, je me suis pas régalé. Voilà, donc ça c'était pour la très 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 longue intro, je suis désolé. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Sur le combat, donc comme je disais, pour moi, il est très dur à scorer de base, mais en plus, il y a des facteurs qui sont pour moi aggravants et qui vont biaiser la lecture. Déjà, et je l'ai dit parce que je pense que c'est mon cas, le moment où tu vas le regarder, est-ce que tu le regardes le soir avec un peu l'adrénaline du truc qui arrive, alors tu l'as attendu pendant longtemps, la fatigue, etc. Il y a les commentaires qui ont un impact aussi, je trouve. Alors, encore mention spéciale aux commentateurs de RMC, qui est d'une nullité, mais abyssale. Franchement, c'est horrible, j'en peux plus. Je pense vraiment que le prochain combat, je mettrai d'autres commentaires ou je ferai un truc, parce que là, quand j'entendais comparer Devin Haney à Andre Ward, faire des phrases en anglais qui voulaient rien dire, franchement, c'était horrible. Et c'est vrai que c'est dur de pas se faire influencer parce qu'on entend des commentateurs sur la façon dont ils voient le combat. Moi, il y avait des choses que je voyais un peu différemment et du coup, ça me mettait le doute. Donc, je pense que ça peut jouer aussi. Ça a déjà une influence. Et la vraie vérité, c'est que c'était quand même extrêmement serré. Ça se reflète pas dans les cartes des juges. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a l'impression d'un vol. Et surtout, c'est un regard, ce résultat basé sur la confrontation de deux écoles, finalement. Est-ce qu'on privilégie la précision, qui était clairement du côté de Haney pour moi, ou est-ce qu'on privilégie l'activité, où Lomachenko a eu des séquences d'activité très très fortes. Et aussi, quand on va au-delà de ces arguments-là, il y a l'idée que c'était un combat qui était quelque part injuste de base pour Lomachenko, parce que physiquement il y avait un avantage incontestable du côté d'Haney, donc on a tendance à être un peu plus du côté de Lomachenko en se disant l'autre il a déjà un avantage qui est un peu injuste, donc on aimerait avoir l'autre. Et Haney a justement fait le minimum entre guillemets, il a fait un peu plus que le minimum, je suis peut-être sévère, mais son avantage physique lui a donné une vraie plus-value, je trouve. Et donc je trouve qu'il était un peu moins méritant que Lomachenko, qui a essayé de se battre justement contre cet avantage physique à la base. Et enfin, on a aussi l'impression que si on avait eu le Loma il y a quelques années, il aurait clairement roulé sur ce combat, à mon avis, après on peut jamais savoir. Et évidemment, s'il l'avait fait il y a quelques années, Haney n'aurait pas eu la même expérience non plus. Donc c'est très dur de dire ça parce que c'est aussi un peu injuste comme regard, mais on peut pas s'empêcher de se dire que au pic de la carrière de Lomachenko,
il a été supérieur à ce qu'est Anne aujourd'hui. C'est ça qui peut aussi biaiser un peu tout ça. Alors du coup, moi, sachant qu'en plus je suis pas du tout objectif quand je regarde les combats de Lomachenko, je me suis forcé à faire 3 scorecards. Une scorecard où je suis pas du tout objectif et où donc je me laisse un peu emporter par ma tendance à être fan de Lomachenko. Une scorecard où j'ai essayé de l'être le maximum possible, objectif, et une dernière scorecard où j'ai essayé d'être sévère pour me dire au pire ça compensera les deux, ou peut-être que j'aurais été un peu trop Team Loma. Sur la scorecard où je suis pas du tout objectif et plus en faveur de Loma, j'ai 7 rounds pour Loma. Je trouve que c'est difficile du coup de lui en donner plus. J'en ai 5 pour Loma si j'essaie d'être objectif. Donc je vois Loma perdant si je me force à être objectif, je pense. Et si je suis très sévère, je pense que je peux ne lui en donner que 4. Donc là, c'est la formule très sévère. Vraiment, je pense qu'on est plus sur les 5 rounds pour Loma. Donc dans l'absolu, je pense que je vois Lomachenko perdant. Après, est-ce que je me suis forcé à être un peu sévère parce que je savais que j'avais tendance à pas être objectif? J'en sais rien, là ça rentre dans des débats très profonds. Mais voilà, pour moi, je pense que Lomachenko perd ce combat de façon un peu objective et que c'est tous les paramètres autres qui viennent nous faire penser que c'était déséquilibré. Et encore une fois, je prétends pas avoir la vérité parce que c'était un combat très serré. J'ai regardé un peu, j'aime bien faire ça sur CompuBox quand je trouve que les combats sont très serrés pour voir comment ça se passait réellement en termes de touches, d'activité, etc. Et même si vous allez voir sur CompuBox, ça va vous faire des migraines parce que c'est hyper serré, que ce soit sur le nombre de touches qui sont passées, la précision, l'activité. Donc voilà, vraiment très très dur. Je vais vous dire ce que moi j'ai vu round par round maintenant. Dans le round 1, j'ai vu que beaucoup l'avaient donné à Anne. Et alors pour le coup, moi j'ai eu tendance à le donner à Loma. Même si Anne a été agressif dès le début, que les premiers coups sont pour lui, et que Lomachenko a tendance, comme on sait qu'il le fait, à attendre, à observer. Il a fait quelques petites accélérations qui sont bien passées. Et surtout, on voit que Anne se baisse. Il le fait déjà dès le début. Dès que Lomachenko casse un peu la distance. Et ça, ça a pourri le combat de Lomachenko parce qu'il ne réussissait pas à dérouler. Du coup, dès qu'il rentrait à sa distance, Anne faisait un petit mouvement corporel pour arrêter l'échange, que l'arbitre vienne séparer. Je trouve que Lomachenko finit en plus bien l'échange, le round en tout cas, en enfermant bien Anne. Donc pour moi, je le donnais à Loma, celui-là. Le deuxième round que beaucoup ont donné du coup à Loma, moi je l'ai donné à Anne pour le coup. Parce que je trouve qu'il time bien, qu'il a de bons enchaînements. Il y a beaucoup de feintes de Loma. Donc là, je trouve qu'on voit qu'il essaie de chercher sa distance et de faire réagir Anne pour télécharger un peu les informations. Mais il accélère bien Lomachenko dans la dernière minute. Et on voit qu'il n'a pas peur. Mais je trouve que Anne a quand même mis une bonne emprise sur le combat. Et on se dit que Loma respecte pas forcément la puissance d'Anne. Parce qu'on sait que Anne c'est pas un puncher. Donc je me dis il y a moyen qu'il arrive à casser à distance dans les prochains rounds, à trouver la bonne et à dérouler. Dans le round 3, on a toujours un bon jab de Anne qui part bien et qui surprend. On a un Lomachenko qui accélère bien, mais qui a du mal avec la distance parfois. Et on voit qu'en fait, il arrive presque trop près, où il est court sur les crochets. Et moi, je me suis dit là, on a quand même plus le même Loma qu'avant, où avant, je pense que c'est ce que je disais plus tôt, il l'aurait un peu explosé. Dans le round 4, Anne, il gêne vraiment bien Loma sur la distance. Je trouve qu'on a un Loma, encore une fois, moins mobile qu'à la grande époque. Et Anne qui va forcer Loma à défendre et à rester à distance des coups. Et pardon, je ne l'ai pas dit, le round 3, du coup, je l'ai donné à Loma. Le 4e, je le donne à Anne. Donc pour moi, là, on a 2 rounds partout. Ensuite, le 5e round, on voit Loma qui commence un peu à s'agacer, qui est soit trop loin, encore une fois, soit trop près. Qui est souvent en déséquilibre, je trouve, quand il est à bonne distance. Et Anne qui va, comme je disais tout à l'heure, refuser l'échange dès que Loma vient trop près et obliger l'arbitre à intervenir pour séparer. Et dans celui-ci, j'ai trouvé Anne en totale maîtrise. Donc ça, je l'ai donné à Anne. Et pour moi, c'était là qu'on voyait un peu Anne mettre sa main sur le combat. Le round 6, il est très dur à scorer. Loma, il commence bien. Il mettait quand même le pressing. Même si il est précis, je trouve que Anne est bien revenu. Et ce round-là, pour moi, il revient au bénéfice du champion, je dirais. Et c'est ça aussi qui a joué en faveur de Anne. C'est qu'il est arrivé à ce combat dans la peau du champion. Et donc, il avait quelque part imposé
à Lomachenko de devoir en faire plus pour remporter les rounds. Et celui-là s'inscrit dans cette lignée pour moi. Et donc le round 6, je le donne à Ane. Dans le round 7, on sent encore une fois que Loma est frustré, qu'il est moins précis. Les touches sont pas super nettes par rapport à celles de Ane, je trouve. On voit qu'il y a du débit, de l'activité du côté de Loma, mais dès qu'Ane touche, c'est net. Et Lomachenko donne l'impression d'être trop court. Et pareil, du coup, c'est ce sentiment un peu de presque d'impuissance, même si c'est pas le bon mot, qui rend le combat difficile à scorer pour Lomachenko. Et on voit qu'il est plus assez vif, plus aussi vif qu'avant. Celui-là, donc dans ma scorecard, mauvaise foi pour Loma, je l'ai donné à Loma quand même. Mais j'ai conscience que si on est un peu objectif, on peut le donner à Ane. Dans le round 8, on voit que Ane empêche tout le temps Loma de rentrer. Il le surprend avec son timing. Loma, il n'arrive pas à le trouver, le sien en tout cas, à casser celui de Ane. On sent un peu de lassitude parfois. Je trouve que pareil, on se rend compte de plus en plus à quel point Loma est de moins en moins à son avantage dans cette catégorie. Parce que il a besoin d'être hyper explosif, hyper vif, et qu'il l'a un peu moins. Et face à des boxeurs du gabarit de Ane aujourd'hui, ça passe de moins en moins. J'ai quand même donné ce round 8 à Loma parce que je trouve qu'il est plus actif que Devin Ane. Dans le round 9, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, c'est là où ça m'a un peu sauté aux yeux, que Lomachenko, en fait, il recule à chaque fois qu'il arrive à trouver la distance. Donc, il trouve la distance, il met une série et il recule. Alors qu'avant, il avait tendance à plutôt tourner sur les côtés et à oppresser son adversaire en cherchant des angles. Et en fait, c'est ça qui pêche parce que du coup, quand il part en sortie, Ane arrive à le toucher avec une touche précise et c'est ce qui empêche Lomachenko de marquer des points dans les échanges où il a de l'avantage pourtant. Donc ce round 9 le donne à Ane. Dans le round 10, on voit que là, quand Loma reste, il est bien. Il y a des beaux enchaînements. Ensuite, pareil, Ane lui répond avec des enchaînements qui sont, eux, plus précis, avec moins de débit et plus de puissance. Celui-là, je le donne à Loma aussi parce que Ane, je trouve que là-dedans, il se contente de trop peu. Le round 11, clairement, Loma, cette fois, là, on revoit presque le vrai Loma, mais il finit cuit. Ce round, s'il a vu la caisse de faire ça tout le combat, c'est sûr qu'on aurait vu autre chose. Là, c'était plus le Loma de Nakatani Otokome, pas celui d'Ortiz qu'on a eu la majorité du combat. Et enfin, le round 12, moi j'ai trouvé quand même Loma plus actif et agressif, qui finissait les échanges même s'il était moins précis. Je sais que beaucoup l'ont donné à Ane, moi j'aurais pu le donner à Loma. Là, dans cette façon de vous présenter les rounds, je vous ai fait un espèce de mix entre mes trois scorecards bizarres. Mais voilà, en définitive, ce que je trouve, c'est que c'est pas un vol. Je comprends qu'il y ait du débat. Mais c'est compliqué parce que on sent que Loma a pas eu l'opportunité au meilleur moment et que là il a souffert de ce problème de gabarit. On a eu un Lomachenko qui était finalement, je l'ai dit, beaucoup plus actif, mais un Ane qui était beaucoup plus précis et marquant sur ses touches. Et en fait, l'ironie du sort, c'est que l'argumentaire de ce combat, il se retourne contre Loma dans le sens où ce qui s'est passé ce soir, c'est ce que Loma a critiqué dans le combat contre Teofimo Lopez. Et donc ça se retourne un peu contre lui, dans le sens où contre Teofimo Lopez, Loma a été beaucoup moins actif, mais beaucoup plus précis que Lopez qui a été très actif, mais de façon un peu plus stérile. Et là, c'est Loma qui a été plus actif, mais Ane qui a été beaucoup plus précis. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une vraie ironie là-dedans. Et c'est ça qui fait que c'est difficile à scorer aussi. Et après, encore une fois, moi l'impression que Ane ne mérite pas vraiment cette victoire, c'est que j'ai encore l'impression qu'il a fait le strict minimum. C'est très dur parce que tu peux pas faire le strict minimum contre Lomachenko, mais que son avantage d'envergure lui a permis de mettre son emprise davantage que ses qualités qui étaient pour moi égales à celles de Lomachenko. Peut-être même, il y avait plus d'envie du côté de Lomachenko, et aussi le fait qu'il ait bénéficié de l'avantage du champion, qui faisait que certains rounds qui étaient très serrés, par essence, tu lui donnes du coup plus au champion, donc plus à Ane. Et donc il a bénéficié de ce double avantage sans vraiment les mériter quelque part, entre guillemets. Et voilà, très concrètement, ce qui a fait la diff après en termes de technique boxe pure, c'est le travail au corps de Ane, qui a beaucoup plus travaillé au corps et qui en a profité parce qu'avec son allonge, c'était plus facile d'aller chercher le direct arrière au corps parce que Loma pouvait pas les éviter, là où à la tête, il aurait pu faire des esquives. Et surtout, il arrivait à quasi systématiquement finir les échanges avec une touche, ce qui a empêché Loma de marquer des points. Ça aussi, je l'ai dit,
mais c'est hyper significatif. Loma est rentré, il accélérait, il mettait des bonnes séries, et à la fin, dès qu'il sortait, plutôt que de rester au contact et de tourner sur les côtés, et boum, il mangeait une droite ou une gauche en sortie ou un crochet, et du coup, ça a annulé un peu souvent les points marqués par Lomachenko dans ces séries un peu rapides où il arrive à toucher peut-être avec un coup net. Et maintenant qu'on a dit ça, sur la suite, moi ce que je veux, c'est clairement que Ané se fasse fouetter. Je l'ai dit, moi je l'aime pas, j'aime pas son style, j'aime pas le personnage. Moi il me gave. Vraiment, j'ai envie que Shakur le brise. Parce que voilà, Shakur pour moi c'est un Ané 2.0, il a toutes les capacités défensives de Ané, mais en plus il a ce panache justement, ce truc au-delà de ce que propose Ané. Pour moi c'est le futur de la division. Après, est-ce que Ané va rester en léger pour affronter Shakur? Je sais pas, je pense que là il a besoin de monter en super léger. Mais j'aimerais bien voir un peu Ané se faire astiquer par quelqu'un qui met du débit et qui frappe fort, pour qu'il se rende compte que un moment il va falloir en faire plus en fait si tu veux gagner l'amour du public, parce que il a toujours l'air frustré de se dire les gens m'aiment pas machin. Alors oui, c'est un super boxeur, super technicien, tout ce que vous voulez, mais la boxe ça reste un spectacle, les gens viennent te voir pour faire le show, et Ané il fait pas le show, je suis désolé, il se repose sur ses acquis qui sont très très bons. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va faire lever les foules. Et malheureusement, le punch, tu peux pas le travailler, donc ce sera jamais un KO artiste. Par contre, l'activité, l'envie, ça c'est quelque chose qui se travaille et qui propose jamais. Donc j'aimerais le voir faire ça, s'il en est capable. Donc moi je me dis aussi que peut-être que si Ané, enfin c'est ce que je me disais au tout début quand j'essayais d'être encore pas très objectif, de me dire si Ané part en super léger, peut-être qu'il y aurait une nouvelle opportunité pour Lomachenko, mais si l'opportunité ça s'appelle Shakur Stevenson, je pense que c'est pas la peine, parce que à mon avis contre Shakur ça passera pas. Donc la question c'est, est-ce que Lomachenko serait pas mal en super plume? Moi je l'ai déjà dit quand il avait perdu contre Lopez, je militais, militantisme stérile parce que tout le monde s'en fout de ce pourquoi je milite, mais je pense que ça aurait été bien qu'il retourne en super plume. La suite m'a donné tort parce que contre Nakatani et Kome il a fait des super performances, mais là on voit que contre les tops un peu jeunes de la KT qui rentrent dans le réservoir, ça va être dur. Donc super plume pourquoi pas. Franchement, un combat Lomachenko contre Oscar Valdez, ça me ferait bien kiffer. Je pense que là, tous les mecs qu'il y a maintenant en léger, ça va devenir vraiment trop compliqué versus un Lomachenko vieillissant. Donc voilà, pour moi, un petit super plume, ce serait pas mal. Ané, je pense qu'il va aller en super léger. Après, j'aimerais bien le voir contre un Davis ou contre un Shakur. Franchement, ce serait quand même cool. Mais voilà, à voir pour la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qui serait le mieux pour ces deux boxeurs, ce que vous pensez qu'ils vont faire surtout. À me donner votre avis sur le combat, évidemment. Je sais que ce combat va faire parler, va faire débat. Je pense que quelques années auparavant, j'aurais aussi pu me scandaliser parce que je me serais aussi sûrement réveillé dans la nuit en me disant que j'ai fait tout ça pour voir Lomachenko pas forcément gagner et que j'aurais été moins objectif. Donc j'entends tous les arguments. Après, pour moi, c'est pas un vol, c'est un combat qui est très serré. Mais je pense que je comprends les raisons qui ont amené à la décision pour Ané. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. Si cette vidéo, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo, à laisser un commentaire, tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à très vite sur Antenne Box. Merci d'avoir écouté ce podcast. Portez-vous bien. Salut.